taxaw sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaatu politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee ba peuple bi si yoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour. Merci de suivre votre émission Objection qui reçoit ce dimanche Aïb Dafé. Il est le secrétaire général de PASTEF et également président du groupe parlementaire de ce même parti majoritaire à l'Assemblée nationale. C'est un plaisir, Monsieur Dafé, de vous recevoir à Objection et merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Merci beaucoup à vous, Bayoumar, et je remercie en tout cas toute l'équipe de Sud FM pour cette invitation et j'en profite pour saluer tous les auditeurs de Sud FM. Alors, actualité pour actualité, d'abord avec cette requête de l'ancien maire Barthélémy Diaz à la Cour suprême. Quel avis sur cette décision de la Cour suprême suite à la requête de l'ancien maire Barthélémy Diaz? Bon, je n'ai pas de commentaire particulier dans la mesure où on est encore dans les actes de procédure. On n'a pas encore évacué cette affaire sur le fond. Mais je pense que sur cette question, le droit a été dit puisque M. Barthélémy Diaz a été condamné définitivement. D'ailleurs, c'est à la suite de cette condamnation qu'il a été radié de l'Assemblée nationale conformément à la Constitution. Et également qu'il a été révoqué de son mandat de maire de la ville de Dakar, suite en tout cas à une saisine d'un citoyen de la ville de Dakar conformément au Code général des collectivités territoriales. Maintenant, c'est son droit de faire des recours, donc j'ai l'impression que c'est un naufragé politique qui s'accroche désespérément au radeau qui lui reste ou à la bouée qui lui reste, donc, mais c'est son droit, en tout cas. Je pense que pour nous, Barthélémy Diaz, c'est du passé, c'est de l'histoire. Oui, mais est-ce que vous avez l'impression que cette affaire ne risque pas justement d'accentuer la tension politique à Dakar, une ville déjà très stratégique compte tenu de son poids électoral? Bon, l'impression que j'ai, c'est que, en tout cas, dans les schémas politiques qui se dessinent, même dans son ancien cas, Barthélémy Diaz n'est plus sur les tablettes. Donc, à propos de l'élection du maire de la ville de Dakar, en tout cas, je n'ai pas vu en tout cas une liste ou disons une coalition qui va en faire son candidat. Donc c'est pourquoi je dis que pour le moment, il faut le conjuguer au passé et se concentrer sur l'avenir. Et quelles sont selon vous les issues possibles, confirmation ou une annulation justement de cette décision? Je ne saurais me mettre à la place de la Cour suprême, mais d'après mes observations, c'est que Barthélémy Diaz a été régulièrement révoqué de son poste de maire de la ville de Dakar. Mais la Cour suprême examine dans le fond. Oui. Non, je dis, en fait, c'est lui qui a fait un recours. En termes d'issue, oui. Il a le droit de faire recours. Mais mon opinion, c'est qu'il a été régulièrement révoqué de son poste, de son mandat de conseiller municipal. Et puisqu'il y a une disposition du Code général des collectivités territoriales qui a été appliquée par le préfet de Dakar suite à une saisine d'un citoyen de la ville de Dakar. Et je pense que si le droit est dit, la Cour suprême va confirmer cela. Est-ce que PASTEF, justement, a un intérêt pour cette élection? Avez-vous un candidat? Comment se présente de votre côté la préparation de cette élection? Pour le moment, je ne saurais m'étendre sur la stratégie de PASTEF pour la ville de Dakar. Je pense que, en tout cas, au moment opportun, cette stratégie sera dévoilée. Mais pour le moment, je pense que PASTEF, en tout cas, est, comme tous les autres partis politiques, en tout cas, prêt à pouvoir, en tout cas, assumer. En tout cas, il y a des gens qui sont à PASTEF qui peuvent assumer, en tout cas, légitimement cette fonction.
Maintenant, nous ne pouvons pas... Au niveau du parti, y a-t-il une décision prise? Non, pour le moment, en tout cas, il n'y a pas de décision Vous êtes le communiquée. secrétaire général. Il n'y a pas de décision communiquée PASTEF, par rapport à... Il y a eu des réunions, il y a des tractations. Nous avons des conseillers municipaux et de PASTEF, nous avons des alliés donc, qui siègent dans ce conseil municipal. Donc, c'est à eux, en tout cas, de voir la meilleure par rapport au rapport de force, de voir la meilleure stratégie à conduire. Et je pense qu'ils y sont. Et en tout cas, nous avons confiance en eux qu'ils prendront la meilleure décision pour PASTEF. Un autre sujet d'actualité, c'est cet audit revendiqué par des acteurs de la société civile, un audit citoyen de la dette. Qu'en pensez-vous? C'est une bonne initiative dans la mesure où la question de la dette est au cœur de la gestion de l'État. Depuis le rapport de la Cour des comptes qui a fini de mettre à nu, disons, les crimes économiques et financiers et budgétaires qui ont été perpétrés sous le régime de Macky Sall, avec une dette cachée et des prêts au niveau des institutions financières sans autorisation du Parlement, qui n'ont pas été retracés dans le budget, et des sommes importantes. Vous souscrivez à cette initiative? Bien sûr, puisque c'est une initiative citoyenne, nous pensons que c'est une bonne chose, que des citoyens s'intéressent aux questions budgétaires, dans le sens, en tout cas, de soutenir leur État pour faire face en tout cas, à cette question de la dette, puisqu'il y a une certaine injustice qu'une dette, en tout cas, qui a été contractée dans des conditions, je dirais, assez opaques, assez sombres, puisse, en tout cas, être payée par les générations futures. Et non seulement les générations présentes, les générations futures, sans qu'on puisse vraiment en voir l'utilité, sans qu'on puisse en voir... puisse voir les réalisations qui ont été, disons, utiles, qui ont été, en tout cas, opérationnalisées à partir de cette dette-là. Donc, on peut parler dans une certaine mesure de dette odieuse. Et nous pensons que des citoyens puissent se préoccuper de cette question est une bonne chose. Parallèlement aux efforts de l'État actuellement, qui est dans le cadre du plan de redressement économique qui a été présenté par le Premier ministre Ousmane Sonko et qui va nous permettre de pouvoir mobiliser plus de 5600 milliards, en tout cas, pour faire face à la situation actuelle donc, et à la suspension pour le moment de l'accord avec le FMI. Le Sénégal est en train de faire preuve de résilience, de souveraineté sur cette question. Maintenant, parallèlement aux efforts, aux solutions de l'État, dans le cadre du plan de redressement économique, si des citoyens, en tout cas, souhaitent faire un audit de cette dette-là, je pense que c'est une bonne initiative. Et comment comptez-vous accompagner cette initiative? Nous attendons, en tout cas, en tant que groupe parlementaire, d'être contactés et de pouvoir échanger avec eux. En tout cas, nos portes sont ouvertes pour discuter, échanger avec eux, voir, en tout cas, comment on peut contribuer à cette initiative. La réaliser surtout. Surtout, oui. Bien sûr. Alors, vous avez parlé du plan de redressement économique et social. Le plan de redressement économique et social du gouvernement n'a pas encore été examiné par l'Assemblée nationale. Est-ce que selon vous, c'est un manque de vide constitutionnel ou justement un blocage politique à ce niveau? Moi, ma réponse, c'est pourquoi le plan de redressement économique devrait être examiné par l'Assemblée nationale. Puisque la politique de la nation, vous le savez, il est défini par le président de la République et par délégation aussi par le gouvernement à travers son Premier ministre. Donc, nous, dans notre, disons, dans la Constitution, ou en tout cas dans les exigences de présentation, ce sont les projets de loi qui doivent être présentés, au niveau la loi de finances également. Et bien sûr, quand la loi de finances viendra, il y a eu déjà la loi de finances rectificative qui a été présentée avant la fin de la session ordinaire, donc en fin juin, qui a été adoptée. La loi de finances de l'année 2026 sera présentée au cours du mois d'octobre. Et bien sûr, elle intégrera des mesures
qui ont été annoncés dans le plan de redressement économique. Je pense que c'est ça le rôle de l'Assemblée nationale. Il s'agit de l'utilisation des deniers publics. Bien sûr, c'est l'utilisation devrait justement passer par l'Assemblée nationale pour la validation. Bien sûr, mais le cadre approprié, c'est le cadre budgétaire. C'est à travers la loi de finances. Et dans cette loi de finances, l'Assemblée nationale autorisera l'État à emprunter s'il s'agit d'emprunt, autorisera l'État à prélever des impôts s'il s'agit également de percevoir des recettes. Donc ça se passe toujours comme ça. Ne faudrait-il pas attendre alors de ce point de vue que justement ce plan soit examiné par l'Assemblée nationale avant d'être présenté à l'opinion? Ce plan, à mon avis, n'a pas été examiné par l'Assemblée nationale parce qu'il n'y a aucune obligation légale qui soumet le gouvernement à présenter ce plan à l'Assemblée nationale. Maintenant, le gouvernement, dans le cadre de son dialogue avec l'Assemblée nationale, à travers des questions d'actualité, on peut échanger sur cela. Mais vous avez deux pouvoirs distincts, Ayib Daffé. Vous avez le pouvoir présidentiel politique, mais vous avez, vous, le pouvoir législatif. Il y a l'exécutif, il y a le législatif. Effectivement. Mais justement, le législatif a pour obligation le contrôle de l'action gouvernementale. Tout à fait. Oui. Le contrôle de l'action du gouvernement qui se fait à travers plusieurs procédés. L'un des procédés, c'est les questions qu'on fait, les questions au gouvernement. Que ce soit des questions d'actualité au gouvernement. Vous avez vu, le Premier ministre a eu à se présenter 2 fois avec le gouvernement à l'Assemblée nationale. Et dans ce cadre-là, le contrôle de l'action du gouvernement a été exercé par l'évaluation maintenant. L'évaluation des politiques publiques, effectivement. Un comité d'évaluation des politiques publiques sera mis en place dès la session prochaine, puisque cela découle du règlement intérieur révisé, du nouveau règlement intérieur. Et à partir de ce nouveau règlement intérieur-là, l'opérationnalisation de l'évaluation publique, des politiques publiques sera une réalité. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au-delà du vote de la loi, le vote de la loi également nous permet d'autoriser le gouvernement non seulement à prélever des impôts, mais également à effectuer des dépenses. C'est de ça qu'il s'agit quand on parle d'autorisation budgétaire. Et cela passe par la loi de finances, que ce soit la loi de finances initiale ou de l'année, et où cela passe également par les lois de finances rectificatives. Récemment, nous avons eu à tenir un débat d'orientation budgétaire avec le ministre des Finances à la fin du mois de juin, donc qui nous a présenté le document de programmation budgétaire économique pluriannuel, le DPBEP. Donc tout cela sont des exigences qui découlent non seulement de la Constitution, de la loi organique relative aux lois de finances. Maintenant, peut-être sur quoi on peut convenir, c'est de réviser la loi d'orientation portant sur le système national de planification. Il y a une loi d'orientation qui date de 2022. Mais dans cette loi d'orientation, pour le moment, on y parle du plan Sénégal émergent. Alors qu'on a un nouveau référentiel qui est la vision Sénégal 2050, avec également un master plan et une stratégie nationale de développement, donc sur les 5 ans. Et ensuite, en termes d'opérationnalisation, ce plan de redressement économique et social. À partir de là, si cette loi est révisée et si on décide que les plans, ces différents plans doivent être soumis à l'Assemblée nationale ou doivent être présentés obligatoirement à l'Assemblée nationale, là, je pense que ce sera une obligation légale. Pour le moment, ça n'est pas une. Et ce serait légitime de le faire. Bien sûr, bien sûr. Le cadre référentiel sur lequel s'inspire le gouvernement devrait systématiquement passer par le Parlement. Bien sûr, mais je dis qu'il y a des obligations qui découlent de la loi. Le gouvernement ne se présente pas au Parlement par pur plaisir, il se présente au Parlement parce que soit c'est que le Premier ministre doit faire sa déclaration de politique générale, sinon il y a des questions d'actualité au gouvernement ou sinon il y a des questions orales. Donc l'intervention, la présentation du gouvernement au sein de l'Assemblée nationale est encadré par la Constitution et notre règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Donc, ça ne découle pas, en tout cas, du pur plaisir du Premier ministre ou de l'Assemblée nationale. Donc, nos échanges, quand même, sont régulés, sont réglementés, sont cadrés. Maintenant, le droit peut évoluer. Je peux en convenir avec vous. Si demain, on révisait cette loi sur le système national de planification en disant que certains plans devront être présentés obligatoirement à l'Assemblée nationale et devront faire l'objet de débats, donc ils devront être suivis de débats. Là, je peux le concevoir. Mais déjà, ce qui a été fait est très bien.
Le Premier ministre a eu, dans un exercice de transparence, dans un exercice participatif, a invité toutes les forces vives de la nation. Les députés étaient présents, le secteur privé était présent, la société civile, le corps diplomatique, la presse. Tout le monde était présent et il a eu à échanger. Donc c'est ça pour moi le plus important. Mais le cadre institutionnel, c'est l'Assemblée nationale. Effectivement, le cadre institutionnel, c'est l'Assemblée nationale. Oui. Mais dans le cadre, bien sûr, des textes qui nous régissent, la Constitution et le règlement intérieur. Et effectivement, il y a des réformes qui sont prévues, la révision de la Constitution, qui peut faire évoluer, en tout cas, et permettre une plus grande présence du gouvernement au sein de l'Assemblée nationale. Mais pour le moment, ce que je dis, ce n'est pas une obligation légale. Et si le plan de redressement économique et social n'a pas été présenté à l'Assemblée nationale, devant l'Assemblée nationale, on a violé aucun texte. Le gouvernement n'a violé aucun texte. Maintenant, de toute façon, quoi qu'il en soit, ces mesures qui ont été annoncées seront opérationnalisées à travers un projet de loi qui sûrement est le projet de loi de finances. Et ce projet de loi de finances ne peut être voté que par l'Assemblée nationale. Et à partir de ce moment-là, l'Assemblée nationale examinera ces mesures-là qui ont été déjà annoncées. Oui, ce ne serait que bon sens dans le cadre où justement c'est l'Assemblée nationale qui décidera de comment et dans quelle mesure organiser ces dépenses. Tout à fait. Effectivement. Alors, nous restons toujours dans ce chapitre, Ayib Daffé, invité d'objection, cette fois-ci pour parler justement, avant de poursuivre, parce que l'actualité, ce sont les inondations, vous en convenez? Tout à fait. Dans les inondations, il se pose une question de responsabilité politique, mais également dans un contexte politique, social, économique très difficile. Alors, Ayib Daffé, vous êtes député. Comment évaluez-vous aujourd'hui la politique publique de prévention et de gestion des inondations au Sénégal? La politique publique de prévention et de gestion des inondations au Sénégal est, à mon avis, dans une phase de transition, puisqu'on est en train de sortir d'un système où la logique, c'était l'évacuation des eaux pluviales, la logique du pompage. Pour aller vers un système où ce qui sera mis en avant, c'est un principe de gestion intégrée des ressources en eau. Et pourquoi je le dis? Parce que quand on parle d'inondation, il s'agit d'abord de la question de la problématique de l'eau. L'eau qui est une bénédiction. Mais malheureusement, avec l'occupation des sols, avec notre politique urbaine, est devenue une problématique, une préoccupation pour beaucoup de populations, surtout les populations urbaines, périurbaines. Vous savez, les inondations, c'est un phénomène complexe, multiforme. Il y a plusieurs types d'inondations. On a des inondations qui découlent, par exemple, des débordements des cours d'eau. C'est ce qui se passe en général dans la vallée du fleuve Sénégal, au niveau du bassin de la Gambie, Matam, Bakel, on l'a vu l'année dernière, Podor. Et là, pour gérer ces inondations-là, il y a des systèmes de relevés hydrologiques et la gestion des alertes de crue qui est faite par l'État, également les organismes de bassin, OMVS, OMVG. Et il y a des codes d'alerte que quand ils sont atteints, il faudra déclencher des plans d'urgence pour, en tout cas, secourir les populations. Mais également, nous avons ce qui est le plus fréquent, les inondations par ruissellement. Et ça, en général, c'est dans les espaces urbains. Et cela découle le plus souvent d'une mauvaise urbanisation. Donc, c'est le cas de Dakar, on l'a vu à Dakar, on l'a vu également dans des villes comme Touba, où l'eau a du mal à s'infiltrer. Un peu partout. Et voilà, et un peu partout, donc dans les grandes villes. Ça, ce sont des inondations par ruissellement, donc des problèmes d'infiltration, et qui sont surtout liés à l'occupation de zones non nidificantes, également à l'imperméabilisation des sols. L'imperméabilisation des sols, c'est le tout béton, pour ainsi dire, où vraiment on construit partout, n'importe comment, et l'eau ne s'infiltre plus et va ruisseler vers des zones basses. Également, il y a les inondations, des inondations par remontée de nappes. On a vu des zones où les nappes phréatiques sont assez proches. On a vu par exemple dans la zone de Thiaroye, c'est des zones qui regorgent d'eau, où les nappes sont des nappes abondantes.
mais du fait de la pluviométrie, les nappes peuvent remonter et créer des inondations. Et enfin, le phénomène qu'on a vu avec l'érosion côtière, l'avancée de la mer, c'est les inondations par submersion marine. Ce qui est le plus rare, ces types d'inondations catastrophiques, c'est quand il y a des ruptures de barrages ou des ruptures de digues. Pour dire que c'est un phénomène qui est complexe et qui est aggravé aussi par un autre phénomène, qui sont les changements climatiques qui dépassent le cadre national. Mais dans tout cela, ce qui est le plus important, l'État a mis en œuvre des mesures d'évaluation. Parce que sous le régime de Macky Sall, il y a eu un plan décennal de gestion des inondations qui était censé, selon le dire, éradiquer le problème, le phénomène. Et on avait annoncé à partir depuis septembre 2012 766 milliards. Donc, avec l'arrivée au pouvoir du nouveau régime, le Premier ministre a demandé une évaluation de ce plan décennal de gestion des inondations 2012-2022 pour voir effectivement qu'est-ce qui a été fait sur le plan technique, qu'est-ce qui a été fait sur le plan financier. Et récemment, on a entendu Cheikh Tidiane Dièye, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, annoncer que ce rapport d'évaluation d'audit était sur la table du Premier ministre. Et à partir de là, des mesures devront être prises pour voir effectivement comment cet argent-là a été dépensé. Où est-ce qu'il a été investi? Quels ont été les résultats? Quel a été l'impact? Justement, vous de votre côté, l'Assemblée nationale, pensez-vous que justement l'institution joue pleinement son rôle de contrôle de l'action gouvernementale sur cette problématique assez récurrente? Nous pensons que, puisque la mise en œuvre de ce plan décennal de gestion des inondations n'a pas été réalisée proprement sous la 15e législature. Donc, ça s'est terminé en 2022. En 2022, de 2012 à 2022, donc c'est en 2022 que la 14e législature est arrivée. Mais le plus important, il faut dire que l'Assemblée nationale n'a pas, en tout cas, correctement assumé son rôle par le passé. Parce qu'en 2020, une mission d'information parlementaire avait été mise en place par l'Assemblée nationale sur cette question. Elle avait conclu en validant pratiquement, disons, la version gouvernementale, en disant que sur les 766 milliards, il y avait 511 milliards qui avaient été dépensés, et ça équivalait à 66% du budget prévisionnel annoncé de 766 milliards. Et moi, cela me semble pour le moins, en tout cas, cela doit être vérifié. Et je pense que le rapport d'audit qui a été élaboré doit pouvoir nous dire exactement la réalité. Puisqu'à l'époque, on se rappelle également qu'une des ministres du gouvernement de Macky Sall, en l'occurrence la ministre déléguée Fatou Tambédou, avait annoncé à l'Assemblée nationale en 2016 qu'elle ne pouvait pas dire comment son budget à elle, parce qu'elle était ministre à l'époque de la restructuration et de la requalification des banlieues, comment ce budget avait été utilisé. Et ce qui avait entraîné, disons, son limogeage. Et effectivement, parce que ce plan décennal de gestion des inondations, il y avait 3 volets. Un volet aménagement du territoire, un volet gestion des eaux pluviales et un volet restructuration et requalification urbaine. Et on se rend compte, en tout cas, que par rapport aux annonces, par rapport à ce qui a été, disons, présenté, donc il y a un très grand écart. En termes non seulement, il y a des problèmes de transparence, mais il y a également des problèmes d'efficience et d'efficacité des dépenses et des investissements. Qu'il faudra prouver également. Tout à fait. Alors, de ce point de vue, que répondez-vous aux populations qui dénoncent un manque de suivi et de transparence dans les projets de drainage et d'assainissement? Bon, je pense que ça, en tout cas, ça a été un des secteurs où il y a eu beaucoup d'opacité. Il faut le reconnaître, le secteur de l'assainissement. Puisque souvent, c'est des investissements qu'il est difficile d'estimer, qu'il est difficile, en tout cas, de mesurer, dont il est difficile de mesurer l'impact. Parce que c'est des canalisations, des réseaux, c'est également des bassins qui sont mis en place. Et souvent, parfois, les populations n'en voient pas réellement l'efficacité. Et à partir de là, effectivement, elles doutent de la bonne utilisation de ces fonds-là qui devaient être destinés à soulager, en tout cas,
leurs conditions de vie. Parce qu'ils en sont les principales victimes. Bien sûr, bien sûr. Donc, sur le plan économique, surtout. Donc, maintenant, à partir de 2024, on a constaté que cette politique, il y a eu une rupture dans le cadre de cette politique avec le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Là, on veut passer d'une logique de dépense à une logique de résultat avec des impacts probants sur les conditions de vie des populations. Elles sont souvent déplacées avec des pertes économiques considérables. Effectivement, oui. En réalité, le problème des inondations, vouloir dire, comme l'a eu à le dire sous le régime de Macky Sall, qu'on va on va éradiquer les inondations en 2 ans, je pense que c'est une illusion. Ça, c'est une illusion un peu cartésienne en disant, oui, on veut se rendre maître et possesseur de la nature. Comme je vous l'ai dit, c'est d'abord un problème d'eau. Et il faut apprendre à vivre avec l'eau, apprendre à gérer l'eau. C'est le principe de la gestion intégrée des ressources en eau. Il faut aller dans ce sens-là avec des réponses, disons, qui sont des réponses transversales. Oui. L'une des premières réponses qu'on peut apporter, d'abord, avec l'actuel gouvernement, c'est qu'il y a eu une cartographie des zones à risque d'inondation. Plus de 10 000 km² ont eu à être cartographiés. Et à partir de cette cartographie des zones les plus exposées, le président de la République a pris un décret d'utilité publique. Permettre de libérer les voies d'eau. Permettre de libérer également les cours d'eau qui ont été occupés. Donc, cela va permettre également de soulager les populations. Au-delà de ça, il y a également une ligne budgétaire, donc, qui est appelée ligne de provision, qui permet, quand les crédits budgétaires qui sont affectés aux différentes structures, parce qu'il y a tout un ensemble de structures qui ont été mises en place, on peut parler du Comité national de gestion des inondations, qui regroupe plusieurs ministères et plusieurs structures qui interviennent sur toute la chaîne des inondations. Donc, que ce soit le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, qui a l'ONAS, qui a la direction de la prévention et de la gestion des inondations, qui a la direction de la gestion et de la planification des ressources en eau. Il y a également le ministre de l'Urbanisme, parce que c'est une question d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Il y a également le ministre de l'Environnement, c'est une question de changement climatique. Il y a le ministre de l'Intérieur, puisque c'est une question de protection civile. Quand il faut déclencher les plans d'urgence, l'évacuation, les sapeurs-pompiers, avec le pompage des eaux ou le secours aux populations sinistrées. Et il y a également tout ce qui est volet assistance sociale avec le ministre de la Famille et des Solidarités. Pour dire que ce Comité national de gestion des inondations se réunit fréquemment et, en tout cas, prend toutes les mesures par rapport à la gestion des urgences, à la concertation autour de cette question des inondations. Le mal est réel. Le mal est réel et le mal, il faut des remèdes durables, des remèdes en tout cas pérennes pour pouvoir le traiter. Et comment comptez-vous, vous en tant que député, comment comptez-vous faire entendre la voix des sinistrés au sein du Parlement pour que leurs préoccupations deviennent une priorité? Je pense que cela est le travail quotidien du député. Le député, il l'exerce, non seulement, comme je vous l'ai dit, à travers... Que leur voix soit entendue au sein du Parlement. Je pense que les différents députés qui sont issus des départements, actuellement je prends le cas du député Cheikh Thioro Mbacké, qui est de Touba. Il est actuellement aux côtés des populations. Et à chaque fois qu'il y a des problèmes, il interpelle directement les autorités. Ça, c'est un travail de représentation. Maintenant, plus formellement, il y a tout ce qui est question écrite, il y a tout ce qui est également des missions d'information qui peuvent être mises en place. Il y a également les commissions d'enquête parlementaire, mais on a aussi, au-delà de tout ça, vous l'avez dit, l'évaluation des politiques publiques qui est en train d'être opérationnalisée et également le vote des lois. Il y a des lois qui peuvent permettre des solutions législatives actuellement. Vous ne trouvez pas opportun d'anticiper, par exemple, le problème, il est crucial de poser le problème dès maintenant à l'Assemblée nationale. Mais Baye Omar, le problème est posé. Vous savez qu'actuellement, l'Assemblée nationale est hors session. Nous avons ouvert une session extraordinaire. La session est fermée depuis fin juin. Nous avons ouvert une session extraordinaire pour examiner des questions importantes liées à la transparence et à la lutte contre la corruption. Mais ça aussi, parallèlement à ça, c'est une priorité. C'est une priorité, c'est ce que je dis. Parallèlement à ça, ça peut faire objet de chamboulement de l'agenda parlementaire même. Parallèlement à ça,
Pour moi, il ne s'agit pas de faire aussi de l'agitation parlementaire. Non, il faut prendre des mesures. Il faut prendre des mesures qui sont efficaces. En parlant des problèmes. Non, je ne dis pas que c'est de l'agitation en parlant des problèmes. Je dis que il ne s'agit pas de faire de l'agitation parlementaire en prenant, c'est-à-dire des mesures qui ne sont pas efficaces. Parce qu'actuellement, ce qui est en train d'être fait, certaines populations sont dans les eaux. Il faut les secourir. Et donc là, l'exécutif est à leur côté. Les députés qui sont de ces zones-là sont à leur côté et relaient les préoccupations des populations, les problèmes des populations, les alertes des populations vers les autorités qui sont chargées de régler les problèmes. Ponctuels, Ayib Daffé. Maintenant, plus durablement, c'est ce que je suis en train de dire, plus durablement, l'Assemblée nationale, sa fonction, c'est une fonction législative. L'autre fonction, la fonction législative permet de voter des lois. Et certaines de ces lois-là, en tout cas, permettent de régler les problèmes plus durablement. Mais aussi d'interpellation. L'interpellation, Omar, elle se fait quotidiennement. L'interpellation, on n'a pas besoin. Sur un sujet aussi crucial. Si, l'interpellation, je vous dis, elle se fait quotidiennement. Actuellement, à Mbour, mes collègues, Maître Ablaïtal, aujourd'hui, on devait avoir une réunion de travail. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas venir parce qu'il est aux côtés des populations inondées, sinistrées. Et l'interpellation se fait auprès des autorités exécutives. Je vous ai donné l'exemple également de Cheikh Thioro Mbacké. Je peux vous donner des dizaines d'exemples comme ça, de députés qui sont auprès des populations et qui interpellent quotidiennement les autorités qui sont chargées de prévenir et de gérer la question des inondations, notamment le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Donc ça, ce sont des choses concrètes que les députés sont en train de faire. Également, je dis que à travers notre résultats. Les résultats ne peuvent pas être immédiats sur cette question des inondations. Il ne faut pas également qu'on fasse dans la démagogie. Il y a des solutions durables qui sont préconisées. Et ces solutions durables-là, en tout cas, on peut les présenter. D'abord sur la planification et l'urbanisme. La planification et l'urbanisme. Parce qu'un des problèmes des inondations... Il faut les planifier. Il y a des solutions d'urgence qu'il va falloir apporter. Il y a des solutions dans le long terme, à court, moyen et long terme. Mais aujourd'hui, c'est des solutions d'urgence. Je vous l'ai dit, les solutions d'urgence, le député ne peut pas jouer le rôle de l'exécutif. Au niveau de l'exécutif, on a le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement qui fait son travail. Le ministre Cheikh Tidiane Dièye est au front. On a également le ministère de l'Intérieur à travers la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. On a également des ministères comme le ministère de l'Urbanisme, de la Construction et de l'Aménagement du territoire, qui fait également son travail. On a ce mécanisme qui est le Comité national de gestion des inondations qui se réunit au niveau national et qui se réunit également au niveau régional qui est placé sous la houlette des gouverneurs. Donc ça, ce sont des choses, des mécanismes concrets. Maintenant, le député, son rôle, comme vous dites, c'est un rôle d'interpellation, un rôle de représentation. Et après avoir pris en compte ces préoccupations des populations, pouvoir les transformer, en tout cas les prendre en charge dans le cadre du contrôle de l'action du gouvernement et dans le cadre également de la législation, de sa fonction législative et de l'évaluation des politiques publiques. Voici l'étendue de son périmètre d'action. Maintenant, il ne faut pas qu'on aille dans une confusion déjà où le législatif va vouloir faire le rôle de l'exécutif. Non, le législatif ne se substitue pas, mais reste dans son cadre. Tout à fait. Oui, et justement, toujours dans le prolongement, si vous aviez la possibilité d'orienter un programme national alternatif, quelles seraient les 3 priorités pour votre parti et en finir pour de bon avec ces inondations? Je ne prétendrai pas finir pour de bon avec les inondations. Quand même, j'ai dit il faut qu'on soit réaliste. Être dans le réalisme, c'est dire que cette question-là est une question complexe, est une question multiforme. Je vous ai donné actuellement le cas des inondations qui proviennent des débordements des cours d'eau, des crues. Cela existe depuis des millénaires et des siècles. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est faire en sorte de prendre en compte des mesures de planification urbaine, notamment intégrer le risque d'inondation dans les plans d'urbanisme, faire en sorte que les plans de lotissement, qu'on ne puisse pas construire dans les zones non édificantes, dans les zones d'inondation, ou dans les zones qui sont soumises à érosion côtière. Et cela déjà, le code de l'urbanisme
a des dispositions qui permettent de le régler, mais faudrait-il les appliquer? Donc, le gouvernement a fait une cartographie des zones soumises à risque d'inondation. Le président de la République a pris un décret d'utilité publique. Donc, on est sur le bon chemin. Maintenant, faudrait-il la collaboration aussi de services qui donnent des autorisations, que ce soit le domaine, les services domaniaux, qu'on ne laisse pas les gens habiter n'importe où ou donner des baux sur des zones inondables, que ce soit le service de l'urbanisme, ne pas donner d'autorisation de construire ou d'autorisation de lotissement sur des zones inondables ou sur des zones soumises à des risques d'érosion côtière, que ce soit également le cadastre. Donc, il faut la collaboration de tous ces services-là. Ensuite, au-delà, il faut des infrastructures adaptées et bien entretenues. Quand je parle d'infrastructures adaptées, c'est quand le risque se présente, l'inondation est là, il faudra parfois pomper, il faut évacuer les eaux pluviales. Pour ça, il faut des stations de pompage. Il faut également stocker les eaux pluviales, c'est les bassins de rétention. Il faut également des réseaux de canalisation pour évacuer les eaux. Et tout cela, ça nécite un bon entretien de ces ouvrages-là. Il faut les construire et bien les entretenir. Mais aussi, un élément important que l'on oublie souvent, au-delà de ces infrastructures grises, il faut des infrastructures vertes. C'est-à-dire réduire l'imperméabilisation. Parce qu'un des principaux facteurs des inondations, c'est l'imperméabilisation. C'est le tout béton qui fait que l'eau ne parvient plus à s'infiltrer. Donc, il faut des espaces verts. Une politique, c'est là où intervient l'urbanisme. Politique d'espaces verts, des zones humides. C'est là où intervient le ministère de l'Environnement et de la transition écologique. Donc, des zones humides qui seront restaurées. Parce que, naturellement, disons, le bon Dieu a fait, c'est-à-dire des systèmes de drainage qui sont naturels, des systèmes de stockage qui sont naturels. Ce sont les lacs, les cours d'eau, mais faudrait-il les préserver? Parce que si vous allez, je vous donne un exemple, au niveau des maristes, pourquoi ces zones-là ont eu à connaître des problèmes d'inondation? Parce qu'on a eu à combler des lacs, on a eu à habiter sur des voies de cours d'eau. Donc cela, il faut l'éviter. Absolument. Donc, l'autre chose, c'est la valorisation des eaux pluviales. Les eaux pluviales peuvent servir à autre chose qu'à être évacuées en mer. On peut s'en servir pour de l'irrigation. Si, par exemple, aujourd'hui, vous prenez au niveau de Thiaroye, il y a une nappe qu'on appelle la nappe des sables du Quaternaire. Cette nappe aurait pu servir à alimenter la ville de Dakar. Mais pourquoi Dakar est obligé d'aller recourir à l'eau du lac de Guiers ou bien à construire des installations de dessalement, alors que certaines zones de Dakar sont inondées à un excédent d'eau? Pourquoi? Parce que simplement, ces nappes-là sont polluées par ce qu'on appelle les nitrates, par défaut de système d'assainissement des eaux usées. Puisqu'il faut savoir que 90% de l'eau que l'on consomme est rejetée comme eau usée. Et ces eaux usées, en tout cas, surchargent la nappe. Donc, ces eaux usées participent également au phénomène d'inondation. Ces eaux usées qui sont utilisées par les populations urbaines ou rurales, et surtout dans les populations urbaines où il y a une forte concentration. Donc, si on parvient à avoir de bons systèmes d'assainissement qui font que ces nappes-là sont des nappes, disons, qui ne sont pas polluées, ces eaux auraient été utilisées pour l'alimentation en eau potable et aller faire baisser les nappes. Donc, on lutte à travers cela contre le risque d'inondation. Mais une autre solution, c'est d'utiliser également ces eaux pour irriguer. Mais faudrait-il qu'on puisse préserver nos zones agricoles urbaines ou périurbaines? Mais si toutes les zones agricoles urbaines ou périurbaines sont lotissées, on n'aura plus besoin de cette eau pour irriguer, parce que toutes ces zones urbaines et périurbaines, notamment quand vous allez dans le département de Rufisque, sont devenues des zones de lotissement. Donc le problème, comme je vous l'ai dit, il est multiforme et complexe. Ensuite, il y a les réformes institutionnelles. Les réformes institutionnelles à travers des réformes législatives. Le code de l'eau, il date de 1981. On est en train de le réviser dans le cadre du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Il faut rapidement l'adopter pour que on puisse également identifier des zones qui sont des zones où les constructions seront interdites. Il y a également tout ce qu'on appelle les territoires de l'eau. Est-ce que vous savez actuellement que le Sénégal est divisé en 5 unités de gestion et de planification des ressources en eau? Il y a la zone du Cap-Vert, la zone du bassin arachidier, la zone
de la vallée du fleuve Sénégal, la Casamance et le Sénégal oriental. Tous ces bassins-là doivent être bien gérés dans le cadre d'une politique de gestion intégrée des ressources en eau. Dans le cadre de la gouvernance de l'eau. Dans le cadre de la gouvernance de l'eau. Oui. Exactement, alors, c'est cela. Il y a également le Conseil supérieur de l'eau, qui est le cadre de concertation où tous les acteurs doivent pouvoir se retrouver et aborder les questions de la gouvernance de l'eau. Oui. Quand je dis gouvernance de l'eau, c'est eau et assainissement. Parce que l'assainissement, ce n'est que le cycle de l'eau. Puisque c'est de l'eau usée qu'on assainit. Donc, ou c'est de l'eau pluviale qu'on essaie d'évacuer pour empêcher de détériorer la qualité de vie des populations. Donc, c'est pourquoi je dis que il doit y avoir en tout cas une réflexion holistique, une action coordonnée, une action concertée, une action transversale. Le reste également, c'est des mesures fiscales, des mesures financières. Parce que toutes ces politiques également, il faudra les financer avec des ressources, disons, suffisantes, des ressources bien utilisées et dans le cadre aussi de la transparence. Puisqu'on a remarqué que dans ce secteur quand même, ça a été, disons, une sorte de mangeoire qui a permis à beaucoup, surtout dans l'ancien régime, beaucoup de personnes de s'enrichir. Certaines même sont en fuite. Donc c'est cette question de la transparence, de l'efficience et de l'efficacité dans la gestion des fonds, après les avoir mobilisés à travers, par exemple, on peut parler d'une taxe d'imperméabilisation. Tous ceux qui sont en train de construire dans de grandes surfaces, d'imperméabiliser les sols, on devrait pouvoir mettre en place une taxe qui va permettre d'alimenter ces fonds pour la gestion des ressources en eau ou pour lutter contre les inondations. Parce qu'il faudra quand même trouver des ressources, mobiliser des ressources pour en tout cas, la gestion des inondations. Enfin, là où je dois terminer, c'est vraiment une gouvernance multi-acteurs. Parce que l'État central ne peut pas gérer tout seul ce problème. Il faut impliquer les collectivités territoriales. Les communes, par exemple, devraient pouvoir se charger des questions de drainage, d'évacuation des eaux pluviales, en leur donnant les ressources humaines et financières. Les communautés devraient être organisées dans le cadre de comités, que ce soit des comités de bassin, des comités de gestion des eaux, donc qu'elles soient bien organisées. Elles le font déjà à travers plusieurs actions citoyennes. On le voit dans toutes les grandes villes. Les communautés déjà font beaucoup. Mais si elles sont mieux organisées, mieux accompagnées, mieux sensibilisées, et une bonne éducation aussi à la gestion et à l'entretien des ouvrages. Parce que les ouvrages sont construits, mais parfois c'est de mauvais comportements, de mauvaises pratiques qui détériorent ces ouvrages-là qui nous coûtent assez cher. Donc cela également pose problème. Et ensuite des ouvrages qui soient adaptés avec un bon dimensionnement, de bonnes études et une très bonne réalisation. Alors, donc si tout cela est réuni effectivement, avec aussi la dernière chose, c'est la politique également des changements climatiques, puisqu'on est face à un phénomène des changements climatiques qui est un phénomène mondial qui a été causé par l'industrialisation des pays du Nord avec les émissions de gaz à effet de serre. Nous sommes victimes dans ce cadre-là. Ces changements climatiques favorisent les fortes précipitations, favorisent également les phénomènes climatiques extrêmes. Donc pour cela, il y a des politiques d'adaptation. Ces politiques d'adaptation, dans le cadre de la contribution du Sénégal déterminée au niveau national, dans le cadre de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, ces politiques d'adaptation ont besoin de moyens, de fonds. Donc il nous faut forcément une loi climat et un fonds national climat avant d'aller également au niveau international, que ce soit le fonds vert climat, que ce soit le fonds d'adaptation, que ce soit les fonds sur les pertes et catastrophes. Donc tous ces fonds au niveau international, mais nous d'abord au niveau national, il faudrait qu'on ait une politique de financement, une politique des changements climatiques, une politique d'adaptation et une politique de financement de cette adaptation-là. Parce qu'au-delà de ce que j'appelle quand le phénomène est là, quand le risque est là, il faudra forcément s'adapter aux effets néfastes des changements climatiques. Et l'inondation est un de ces effets néfastes. L'homme et la nature, cela requiert de l'ingéniosité. Tout à fait. Alors, pour rester dans le même cadre, vous avez parlé de transparence, vous avez parlé de combat, de lutte contre la corruption. Nous en sommes avec justement les 4 projets de loi présentés à l'Assemblée nationale en début de semaine par justement le gouvernement qui doit être examiné par l'Assemblée nationale. Alors, premier projet de loi, Ayib Daffé, il s'agit d'un projet de loi relatif à la déclaration de patrimoine. Alors la question ici, c'est de voir quelle garantie avez-vous
justement allez-vous proposer pour que cela ne reste pas une simple formalité administrative sans effet réel sur l'enrichissement illicite? D'abord, ce projet de loi sur la déclaration de patrimoine, nous avons eu à l'examiner en commission. Donc, on va l'examiner en séance plénière. Et ces projets de loi ont été déjà adoptés en commission, dans le cadre de la commission des lois. Ils ont été défendus par le ministre de la Justice. En ce qui concerne la déclaration de patrimoine, il faut dire que globalement, tous ces projets interviennent dans le cadre les 4 projets, dans le cadre de la politique de Jubal Jubanti prônée par le président de la République, c'est-à-dire la transparence, la lutte contre la corruption, la reddition des comptes. Et d'abord, c'est notre constitution qui affirme ces principes-là, que ce soit dans le préambule ou dans les dispositions de la Constitution. Il y a également des normes internationales, la Convention des Nations Unies contre la corruption, une convention de l'Union africaine, également la charte de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. Donc tous ces textes-là exigent la mise en place, en tout cas, de mécanismes pour lutter contre la corruption, donc dont la déclaration de patrimoine. Ce n'est pas un mécanisme nouveau, puisque la déclaration de patrimoine existe. C'est une exigence pour beaucoup d'autorités, mais il s'agit ici de l'améliorer et surtout de l'élargir, son élargissement. Les assujettis, effectivement. Oui. Donc là, avec ce nouveau loi sur la déclaration de patrimoine, les assujettis seront beaucoup plus nombreux. Donc, on a élargi les assujettis, donc c'est une bonne chose, à travers non seulement les emplois, fonctions, en tout cas, qui sont déjà désormais assujettis à l'obligation de la déclaration de patrimoine, mais à travers également le seuil financier. Parce qu'avant, il fallait être ordonnateur ou administrateur de crédit pour un montant d'1 milliard ou plus, égal à 1 milliard de francs CFA ou plus. Maintenant, on a rabossé ce seuil de moitié. Désormais, ça sera à partir de 500 millions. Et donc, il y a beaucoup d'autorités également qui ont été ajoutées à l'annexe, qui liste la catégorie des assujettis dans le cadre de la loi sur la déclaration de patrimoine. Mais pour ce qui est du président de la République, qu'en est-il réellement? Ça nécessite une clarification parce que beaucoup pensent qu'à la sortie, justement, il ne pourra pas, du moins, obéir à cette déclaration. Qu'en est-il? La déclaration de patrimoine du président de la République est régie par la Constitution, l'article 37 de la Constitution. Oui. Donc, si on veut toucher au mécanisme de déclaration de patrimoine du président de la République, il faut réviser la Constitution. C'est tellement simple, puisqu'elle a un régime constitutionnel. On ne va pas la mettre dans une loi ordinaire. Ce dont il s'agit ici, c'est de la déclaration de patrimoine des autres chefs d'institution, des autres autorités, des autres agents, donc, dont la liste a été considérablement élargie. Okay. Donc la question elle est simple, c'est dans la Constitution. Maintenant, dans le cadre du projet de révision de la Constitution, cette question sera abordée. Donc préciser la déclaration de patrimoine du président de la République à la sortie, mais c'est dans l'article 37 de la Constitution. Oui, en cas de déclaration, en cas de fausse déclaration ou de non-déclaration, vous paraissent-elles, ces mesures que vous comptez mettre en place, vous paraissent suffisamment forte? Toutes les déclarations doivent être reçues par l'organe anticorruption qui est l'OFNAC. Oui. Donc, il y aura le nouvel OFNAC. Et en cas de non-déclaration, en cas de fausse déclaration, en cas de déclaration incomplète, des sanctions pénales sont prévues. Des sanctions pénales qui peuvent aller jusqu'à l'emprisonnement, à partir de 6 mois jusqu'à plusieurs années. Il y a également des sanctions administratives. Vous pouvez aller jusqu'à perdre votre emploi. Être révoqué si vous êtes maire, ou si vous êtes dans le cadre d'un fonctionnaire, également être radié. Donc ça peut aller jusque-là. Donc il y a des mesures, des sanctions assez dissuasives, assez fortes qui sont prévues. Il y a également des sanctions financières. Pour certaines, par exemple, certains corps qui bénéficient de l'inamovibilité. Là, c'est votre salaire, le quart du salaire qui est coupé et qui est transféré directement au trésor public. Donc, c'est des mesures assez dissuasives. Donc, nous pensons qu'avec ces sanctions-là, tout le monde, en tout cas, aura intérêt à déclarer son patrimoine. Déclaration de patrimoine comme premier projet. Deuxième projet relatif à l'OFNAC. De ce point de vue, il y a la question également de l'indépendance de l'OFNAC, de son statut également.
au cœur justement du débat. Selon vous, le mode de nomination, il faut en parler, le mode de nomination de ces dirigeants garantit-il une réelle autonomie vis-à-vis de l'exécutif? Oui, dans le projet de loi sur l'OFNAC, déjà, il y a la dénomination qui va changer. Donc, l'OFNAC actuel, c'est l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. Oui. Mais là, on a jugé que l'OFNAC, sa mission, en tout cas, doit se limiter à la corruption, aux pratiques assimilées aux infractions connexes à la corruption. Donc, tout ce qui est fraude, désormais, on va le laisser aux administrations qui luttent déjà efficacement, que ce soit les impôts et domaines qui luttent contre la fraude fiscale, les douanes qui luttent contre la fraude douanière, etc. etc. Et ça va s'appeler comment? Donc, ça va s'appeler l'Office national de lutte contre la corruption, OFNAC. Donc, tout simplement. Et dans le cadre de ce nouvel OFNAC, les nominations des membres se fera sur décret du président de la République après appel à candidature. Donc, c'est le mode de l'appel à candidature qui a été choisi et il y a des critères qui ont été fixés. Après décret du chef de l'État? Non, l'appel à candidature précède le décret du chef de l'État. C'est le décret du chef de l'État qui nomme les membres de l'OFNAC, dont son président, mais après une procédure d'appel à candidature. Et cette procédure d'appel à candidature-là sera fixée par un arrêté du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Donc, c'est ce qui a été retenu et il y aura désormais un mandat de 5 ans non renouvelable. Donc, ce qui garantira l'indépendance, ce qui garantira aussi l'intégrité de ces membres qui ont en tout cas une mission cruciale. Et de son budget, le budget de l'OFNAC est-il sécurisé au point que voilà? Ah oui, le budget de l'OFNAC est sécurisé dans la mesure où il fera l'objet... Quand je parle de sécuriser, c'est sécurisé de toute influence politique. Ah, bien sûr, nous, à l'Assemblée nationale, on y veillera parce que vu les importantes missions confiées à l'OFNAC, il faut quand même qu'elle dispose d'un budget suffisant. Y a-t-il des amendements dans ce sens? Bien sûr, il y a des amendements. Est-ce que votre groupe va le défendre? Effectivement, notre groupe va défendre des amendements. On a eu déjà à travailler... Des amendements dans le sens de sécuriser le budget? Oui, bon, pour moi, on n'a pas d'inquiétude par rapport au budget puisque c'est nous qui votons la loi de finances. Oui. Donc, en votant la loi de finances, on va bien sûr vérifier quel est le budget alloué à l'OFNAC. Mais déjà, dans la loi, l'aspect budgétaire est prévu dans le cadre de cette loi sur l'OFNAC. Oui, et là, cette institution a été souvent perçue justement comme un instrument de communication politique plutôt qu'un outil de sanction. Qu'est-ce qui va réellement changer? Ce qui va réellement changer, c'est qu'il y aura cette rupture. On va passer en tout cas de cette logique, disons, politique, de gestion politique, puisque déjà, ce qui était paradoxal est que l'autorité qui avait été nommée à l'OFNAC par Macky Sall était une autorité qui, quand elle était en tout cas dans le système judiciaire, contribuait à bloquer des rapports de l'OFNAC. Il y avait eu même des conflits à l'époque avec la présidente de l'OFNAC. Donc quand on prend cette autorité, cette personnalité-là pour la nommer à l'OFNAC, c'est comme si on voulait bloquer les choses. Et en réalité, c'est ce qui s'est passé. Et en fait, on a modifié aussi la loi de l'OFNAC en 2024 pour lui donner des pouvoirs qui relevaient en réalité du pouvoir judiciaire, le pouvoir de garde à vue. Donc ça également, ça a été nettoyé du nouveau projet de loi. Donc tout ce qui est garde à vue désormais est dévolu au pouvoir judiciaire. Et également, l'OFNAC va pouvoir publier son rapport annuel sans pour autant attendre l'autorisation du président de la République, ce qui n'était pas le cas. C'est-à-dire, actuellement, dans la nouvelle loi, c'est le président de l'OFNAC lui-même qui aura l'obligation de publier le rapport annuel. Oui. Alors, l'autre dimension, c'est les deux qui restent. Je veux parler du projet de loi sur le statut et la protection des lanceurs d'alerte et ensuite le projet de loi relatif à l'accès à l'information. Très rapidement, comment synthétiser les deux? C'est des innovations qui participent, en tout cas, comme je l'ai dit, à la transparence, au renforcement de l'état de droit, de la bonne gouvernance et de la démocratie, et de lutter contre la corruption. Puisque le principe des lanceurs d'alerte, c'est de permettre des dénonciations et que ces dénonciateurs-là puissent bénéficier d'un régime de protection et puissent bénéficier d'un statut. Et qui mérite d'être encadré également. Bien sûr, il y a des garde-fous. Effectivement, il y a des garde-fous. Le lanceur d'alerte doit être de bonne foi. Et ce qu'il dénonce aussi sera vérifié.
ce ne sera pas également une prime à la délation qui sera donnée. Mais il faut quand même des incitations pour cela. Parce qu'on a constaté que sans cela, il sera difficile de lutter contre la corruption. Parce qu'il y a un silence quand même autour de la corruption. Et il y a des lanceurs d'alerte qui existent, qui ont des informations, mais ce qui leur manque, c'est une protection et une garantie contre la répression, contre les harcèlements, contre l'intimidation, contre les licenciements. Mais son statut doit être dévoilé. Son statut. Effectivement, le statut de lanceur d'alerte est prévu dans la loi. La définition même du lanceur d'alerte est prévue dans la loi. Il y a des définitions qui sont prévues et une protection et des sanctions également qui sont prévues en cas de harcèlement, de tentative d'intimidation de ces lanceurs d'alerte-là. Pour la loi sur l'accès à l'information, c'est une vieille doléance, en tout cas des journalistes de la société civile, c'est de faciliter le droit d'accès à l'information. Et ce droit d'accès-là va permettre de renforcer le débat démocratique, d'avoir un débat beaucoup plus constructif. Parce que souvent, dans le débat médiatique, il y a beaucoup de choses qui sont dites sans pour autant une bonne vérification. Là, donc, au-delà de la presse, tous les citoyens pourront avoir accès à une information utile. Le texte prévoit-il des délais clairs et contraignants pour répondre aux citoyens? Oui, aux journalistes. Effectivement, le texte le prévoit. C'est l'essence même du droit d'accès à l'information. Donc, ces mécanismes sont prévus avec des délais, avec également une commission nationale d'accès à l'information, qui est une autorité administrative indépendante, qui sera chargée de garantir ce droit d'accès à l'information. On assiste au secret de défense, mais quand même, le droit d'accès à l'information va cohabiter quand même avec un certain nombre avec le secret sur certains domaines, puisque aussi c'est comme cela que ça doit se passer. Mais là, je pense que c'est une très grande avancée sur le plan de la démocratie et de la bonne gouvernance. Le dossier ArcelorMittal, le dossier est ouvert, est en instruction. Qu'est-ce que cela vous inspire? C'est une bonne chose pour élucider tirer cette affaire au clair qui a, depuis des années, en tout cas, est en train de susciter de la polémique. Là, il faut situer les responsabilités et s'il y a des coupables, les sanctionner. Puisque c'est les deniers publics, c'est les intérêts stratégiques du Sénégal, donc qui ont été, disons, bradés, paraît-il, dans cette affaire-là. Donc, il faut quand même que la justice aille jusqu'au bout et rapidement pour tirer cette affaire au clair. Et même dans les autres dossiers de reddition des comptes, les citoyens, en tout cas, souhaitent une plus grande célérité, une plus grande diligence de la justice. Alors, un autre sujet qui a quand même attiré l'attention, c'est la sanction du magistrat sénégalais à la Cour pénale internationale. Ça a suscité beaucoup de réactions. Le gouvernement a condamné. Allez-vous laisser tout simplement, justement, ce sujet à la diplomatie, notamment au gouvernement? Au niveau de l'Assemblée nationale, que comptez-vous faire? Au niveau de l'Assemblée nationale, en tout cas, nous allons suivre la situation de près. Et nous avons vu que le président du PASTEF, Ousmane Sonko, après le communiqué du ministre de l'Intégration et des Affaires étrangères, a eu à également apporter son soutien personnel. En tout cas, nous aussi, en tant que parlementaires, en tant que groupe parlementaire, nous exprimons toute notre solidarité à notre compatriote qui est injustement sanctionné par le gouvernement des États-Unis pour avoir fait son travail. Parce que c'est le Sénégal qui a ratifié et c'est nous qui avons autorisé le Parlement, autorisé le président de la République à ratifier le statut de la Cour pénale internationale, le statut de Rome. Et le Sénégal a été le premier pays à ratifier ce statut de la Cour pénale internationale. Donc, on a une mission historique et nous ne pouvons pas laisser un de nos compatriotes qui, parce que il a eu, en tout cas, à faire preuve de professionnalisme, faire preuve également d'équité, faire preuve d'intégrité, être sanctionné par un gouvernement étranger pour simplement avoir fait son travail. Et nous lui apportons en tout cas tout notre soutien et toutes les mesures qui devront être prises, en tout cas au niveau du Parlement, le seront. Aïb Daffé, dernière question. Votre groupe parlementaire en démocratie, dans le cadre démocratique et dans le processus démocratique, que requiert le fonctionnement d'un tel groupe en démocratie pour justement construire une démocratie solide, ou dans la perspective de la construction d'une démocratie solide? En tout cas, je vais vous dire que le groupe parlementaire PASTEF
et le prolongement du parti PASTEF à l'Assemblée nationale, puisque nous avons été investis par le parti PASTEF. Maintenant, nous ne sommes pas des députés de PASTEF, au sens, nous sommes des députés du peuple sénégalais, nous sommes des députés de la nation. Et la consigne, la directive qu'on a reçue, en tout cas de notre président de parti, c'est chaque fois qu'on voit que quelque chose ne va pas dans le bon sens du côté du gouvernement, de dénoncer, de faire notre travail en toute liberté. Et effectivement, on a des espaces quand même de dialogue, puisque nous soutenons une majorité, nous travaillons avec elle, nous collaborons avec elle. Mais quand il s'agit également de pointer du doigt des choses qui ne marchent pas, les députés le font. Et en toute liberté, et cela même est encouragé par le président du parti, qui est le chef du gouvernement. Donc, je pense que c'est ça également, en tout cas, la rupture, c'est ça également, la démocratie parlementaire. Maintenant, nous privilégions chaque fois qu'il est possible le dialogue constructif. Ayib Daffé, merci. Merci beaucoup. Ça a été encore une fois un plaisir. Merci pour le temps de clarification. Dans un contexte démocratique complexe, nous aurons certainement d'autres occasions. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Un grand bravo à l'équipe digitale. Dans une poignée de secondes, place à El Hadji Malick Ndiaye et son invité dans le cadre de Dianobi. Au revoir. mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé